Avec cette seconde vidéo, on va traiter d'un thème beaucoup plus léger, le Seigneur des Anneaux adapté à notre géopolitique actuelle. Alors comme ça paraît soit pompeux, soit une idée d'un mec qui vient de rester trop longtemps chez lui à mater les 3 épisodes en version longue. Mais en vrai, c'est une idée que j'ai eue quand un pote m'a dit « Putain Gimli il est russe, c'est obligé ». Puis c'est parti en couille et j'en ai fait une vidéo. Donc pour être plus clair, je vais associer les races et les peuples du Seigneur des Anneaux avec des régions de notre monde actuel, comme l'Europe ou les États-Unis. Il y aura d'abord le Mordor qui occupe une place centrale dans mon explication, puis les hobbits, les elfes, les hommes et enfin, les meilleurs pour la fin, les nains. Le Mordor, dans mon interprétation, c'est la Chine, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Je parle bien de la Chine, de l'État, de son comportement et non de sa population. Je veux clairement pas de problème avec les Chinois. Différents éléments me permettent donc de rapprocher ces deux ensembles. En premier lieu, la surveillance. En effet, l'œil de Sauron voit partout autour de lui et scrute le Mordor pour éviter d'être pris au dépourvu. Pour la Chine, c'est pareil. Un immense système de surveillance existe depuis plusieurs années, et ce système est en passe d'être poussé un peu plus loin encore avec l'apparition du crédit social, évaluant la conduite ou les faits et gestes des Chinois, et si leur note est insuffisante, les citoyens seraient interdits de prendre le train ou l'avion par exemple. Pour la deuxième ressemblance, je me base sur les relations avec l'extérieur, c'est-à-dire que le Mordor et la Chine ont cette volonté commune d'étendre leur influence. Pour Sauron, maître du Mordor, c'est par la guerre et par ses cavaliers noirs, et pour la Chine, cette influence s'étend par le commerce et notamment par les nouvelles routes de la soie que le pays veut construire pour étendre son emprise commerciale. Enfin, la dernière similitude, c'est l'armée. Il y a à peu près 6 mois, j'ai regardé un reportage sur Arte, ouais, ça m'arrive, ok. Et un passage dans ce reportage m'avait fait froid dans le dos. En fait, il y avait de nombreux militaires chinois qui semblaient prêts à en découdre, enfin, jugez par vous-même. 子弟兵放在心头，永远新的更大的贡献。受阅部队列队完毕，阅兵总指挥，中部战区司令员。 Et évidemment, vu que je suis un peu teubé, quand je vois des soldats en rang aussi parfait, je peux pas m'empêcher de penser aux armées de Sauron et de Saruman qui sont elles aussi prêtes au combat. Pour que vous compreniez bien la suite de mon explication, il faut que je précise que la Chine et le Mordor sont au cœur de mon explication. C'est-à-dire que je vais faire un parallèle entre le comportement des autres races par rapport au Mordor et le comportement des États, des continents, par rapport à la Chine actuelle qui est en pleine expansion. Donc la Chine dans mon explication est centrale. Alors si j'ai mis les hobbits avec l'Afrique, c'est d'une part parce que la position des entre guillemets grands de ce monde par rapport à ce continent, elle pourrait se résumer en quelques mots. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Je m'explique. D'un point de vue diplomatique, l'Europe a 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Amérique 1 et l'Asie 2. L'Afrique aucun, alors qu'elle regroupe une population énorme à l'échelle de la planète. De plus, l'Afrique est un peu l'instrument des puissances occidentales avec le franc CFA, qui maintient une emprise française sur cette zone, ou bien les ressources africaines exploitées par des entreprises d'anciens pays coloniaux, à l'instar par exemple de Total. Et cela rapproche bien l'Afrique des hobbits, car comme Gandalf l'affirme dans la version courte du premier épisode, la vie dans l'immense monde s'écoule comme durant cet âge, ne se souciant guère de l'existence des hobbits. Donc la Terre du Milieu ne prête pas attention aux hobbits, à l'instar de notre monde qui se bat totalement les couilles du sort de ce continent. Mais les hobbits ont tout de même un rôle dans l'histoire du Seigneur des Anneaux car la puissance de Sauron se réveille chez eux, avec cet anneau surpuissant que possède Bilbon et qu'il confiera à Frodon. Et cela nous rappelle évidemment la puissance chinoise qui se réveille en Afrique avec ses investissements dans les terres agricoles ou le métro d'Addis Abeba, capitale éthiopienne, construit par la China Railway Engineering Corporation et financé à 85% par la Banque d'exportation et d'importation de Chine. Également, les relations diplomatiques entre l'Afrique et la Chine sont en plein développement, avec des sommets assez réguliers, toujours dans une optique d'influence pour la Chine. Au final, personne ne s'intéresse à l'Afrique, à part les anciens pays colonisateurs, donc la Chine exploite cette faille, et donc c'est pour ça que j'ai fait le parallèle entre le réveil de la Chine en Afrique et le réveil du Mordor et de Sauron chez les hobbits. Les elfes, je vais les associer aux États-Unis. Premier point de comparaison, les deux peuples qui sont
Et oui, on a chez les elfes le clan d'Elrond, le clan de Thranduil ou le clan de Galadriel par exemple. Ils sont tous de la même espèce, mais vivent dans des endroits différents, sont métissés. Et bien pour les Américains, c'est pareil. Ce peuple, et il ne faut pas l'oublier, est à la base européen, mais c'est au fil des migrations métissé. Leonardo DiCaprio est d'origine italienne, on s'en doutait, mais aussi russe et allemande. Jackie Chan est d'origine chinoise, Barack Obama est d'origine kenyane et irlandaise, et Tiger Woods a du sang thaïlandais, hollandais et amérindien. En plus d'être métissés, les peuples elfes sont fortement différents quant à leur comportement face à la guerre. Galadriel n'agit presque pas alors que les deux autres s'engagent dans de nombreuses batailles. Je fais ici le parallèle avec les États-Unis, divisés sur le plan politique entre démocrates et républicains, et sont encore plus déchirés depuis 2 ans et demi et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc les elfes sont divisés sur le comportement face à Sauron, et les Américains aussi divisés entre 2 camps distincts, entre protectionnisme et ouverture. C'est très schématique, mais voilà, t'as capté l'idée. On va maintenant parler des hommes et des Européens. D'abord, on va aborder la relation elfe-homme et américain-européen. Premièrement, dans l'univers de Tolkien, le créateur des hommes est le même que celui des elfes. Donc ils sont frères car ils ont le même créateur. Or, les Américains sont des Européens exilés. Donc dans les deux cas, ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Et évidemment, ça s'exprimera par plusieurs batailles, ensemble, la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec Churchill, Roosevelt et De Gaulle par exemple, ou la dernière alliance des elfes et des hommes dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on a une extrême proximité entre Européens et Américains, et entre hommes et elfes. Les Européens, comme les Américains, sont divisés entre pro-Union Européenne et anti-Union Européenne. Pour les hommes, dans le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. On a le Rohan qui s'engage assez vite dans la lutte, alors que le Gondor ne s'engage pas. On voit bien ici d'un côté l'isolationnisme du Gondor, face à la volonté d'effort collectif du Rohan. De plus, parmi les hommes, certains sont tentés, sont corrompus par l'anneau, à l'instar de Boromir, qui veut prendre l'anneau à Frodon. Mais le plus flagrant, ce sont ces hommes, les Haradrim, qui décident carrément de combattre pour Sauron à dos d'olifants. Au final, on observe bien un rapprochement entre certains hommes et le Mordor. Et pour les Européens, c'est pareil. Certains sont entre guillemets tentés par la Chine, à l'instar du port de Gênes, racheté par des Chinois, ou comme le Club Med, entreprise française désormais sous pavillon chinois. Enfin, le dernier peuple est celui des nains. Vous l'aviez compris, je l'ai associé aux Russes. Premier élément de comparaison, ces deux peuples se ressemblent dans leur manière de prospérer, car les nains sont des mineurs et donc ont besoin du commerce pour vivre, pour exporter leurs ressources et importer ce qu'ils ne produisent pas, à savoir des produits agricoles et d'élevage. Pour les Russes, c'est pareil. En 2015, 67% de leurs exportations étaient des produits miniers ou du pétrole, tandis que 76% de leurs importations étaient couverts par des produits manufacturés ou des produits de consommation comme du bœuf ou de la volaille. Pour finir sur la population, leur langue est bien différente de leurs voisins. Il n'y a qu'à voir l'alphabet russe à côté du nôtre. Pour ce qui est de la langue naine, elle n'est parlée que par les nains, et c'est une des langues les plus complexes de la Terre du Milieu. Rien compris, moi. Les nains n'ont en plus pas le même créateur que les hommes ou les elfes, d'où parfois la mauvaise entente entre ces différents peuples, par exemple entre Gimli le nain et Legolas l'elfe au début de l'aventure. Cela nous rappelle évidemment les relations souvent conflictuelles entre les Américains et les Russes. Guerre froide, lutte idéologique, tu connais. Je vais terminer avec les relations entre la Chine et la Russie. Entre ces deux géants, on a souvent l'image d'une alliance, mais en réalité, c'est plutôt une entente issue d'intérêts communs. D'une part, ils échangent énormément. La Russie fournit des matières premières à la Chine, de l'énergie par exemple, tandis que la Chine exporte des équipements ou des vêtements.
Cela renforce donc les deux puissances grâce à cette convergence d'intérêts. Ils ont également certains intérêts communs en termes de géopolitique, et notamment un grand intérêt commun, le rejet des États-Unis. Ceci s'illustre parfaitement avec l'organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001 entre la Russie, la Chine et les républiques d'Asie centrale comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan, et qui s'est élargie depuis 2015 à l'Inde et au Pakistan, et dont un des buts est de contrer l'influence américaine dans la région. C'est donc bien une alliance de circonstances pour le commerce, mais également opposée aux Américains. Malgré ces convergences d'intérêts, des désaccords subsistent. En effet, malgré l'organisation de coopération de Shanghai, une vraie lutte existe à propos de l'Asie centrale par exemple, car chacun veut en faire son aire d'influence, donc sur ce terrain ils sont opposés. Également, on a une méfiance mutuelle, surtout de la Russie qui se méfie du déséquilibre entre les deux pays. Un déséquilibre démographique mais aussi commercial. L'État russe a évidemment peur de ne devenir qu'un pays dans l'ère d'influence de la Chine. Évidemment, cette relation entre les nains et le Mordor existe très peu, mais il me semblait intéressant de parler de cette relation Chine-Russie. Puis en même temps, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Rien à foutre. C'est évident, dans la comparaison que j'ai voulu dresser, certaines régions du monde actuel manquent, comme l'Amérique du Sud ou bien l'Océanie. Mais l'absent le plus marquant, c'est sûrement le Moyen-Orient. Et je ne l'ai pas placé pour deux raisons. D'une part parce que j'ai pas trouvé de comparaison, mais également parce que la géopolitique du Moyen-Orient est tellement complexe qu'on pourrait comparer cette seule région à des films entiers. Même Tolkien, c'était un joyeux bordel dans sa tête, mais il n'avait rien imaginé de comparable au Moyen-Orient. Merci d'avoir suivi cette analyse en miroir. Si vous avez relevé la moindre coquille ou si vous avez des conseils à me donner, je vous invite à me dire ça en description. Pour en apprendre plus sur mes recherches, vous pouvez consulter les liens en description et notamment le premier lien, qui est une carte interactive de la Terre du Milieu, un vrai kiff personnel.